something for you, Mr. Bond? Just a drink. A martini, shaken, not stirred. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Vodka Martini, notre format consacré à la saga James Bond. Notre rétrospective touche bientôt à sa fin et on arrive gentiment à la période actuelle qui est celle de Daniel Craig. Mais avant ça, il nous reste une dernière étape et pas des moindres puisqu'il nous faut conclure la phase Pierce Brosnan avec son dernier épisode, L'inénarrable meurt un autre jour. Et pour en parler, je reçois Alexandre Caporal. Salut Alex. Salut Thibaut, le chef-d'œuvre de la saga. On est ravis d'en parler aujourd'hui. Moi aussi. Et alors, comme on l'évoquait la semaine dernière, GoldenEye a réussi à moderniser la franchise et à lui faire passer le cap de l'après-guerre froide. Et de son côté, Pierce Brosnan a su conquérir le public et a remis le couvert ensuite pour deux autres films qui sont Demain ne meurt jamais et Le monde ne suffit pas, qui était, on peut le dire, je crois, un peu plus poussif quand même que le renouveau opéré par GoldenEye, Alex. Oui, effectivement, puisqu'on continuait un petit peu on restait un peu dans les carcans entamés par GoldenEye, et puis c'était des films assez plan-plan, et puis assez vite oubliés, un peu à la manière de ce qui s'était passé à la période Roger Moore, où finalement on reprenait un peu un scénario de base avec les codes déjà établis de James Bond pour faire un énième épisode, si on veut. Sauf qu'à la différence près que durant toute la saga James Bond, on avait quand même des cinéastes derrière la caméra qui apposaient leurs pattes et puis qui donnaient un petit peu leur interprétation des bouquins de Fleming et du personnage de Bond. Et qui restaient sur plusieurs films d'affilée aussi. Exactement, qui restaient sur plusieurs films, au moins 3 minimum. Et puis ensuite, il y a, à cette époque Brosnan, on est dans une logique différente, c'est-à-dire qu'on est dans des films plutôt de producteurs. Albert Broccoli, tu l'avais dit dans l'épisode précédent, est décédé en 1996. Ce sera sa fille, donc Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, qui est un autre associé de Broccoli depuis un moment, qui reprennent le flambeau, et on sent que leur stratégie ici, c'est d'engager en fait des yes man, si on veut, chose qui est assez courante aujourd'hui à Hollywood. C'est un peu ce qu'on retrouve chez Marvel finalement. Exactement, et puis qu'on retrouvait déjà donc dans les James Bond à cette époque-là. Et le but, c'était, ils ont changé de cinéaste à chaque fois, c'est-à-dire que Martin Campbell, qui était engagé sur GoldenEye, même s'il reviendra plus tard, on en reparlera dans Casino Royale, il est directement out. On fait appel à 2 autres cinéastes consécutifs pour les 2 prochains. Roger Spottiswoode et Michael Apted, qui sont des noms qu'on a retenus, évidemment. Magnifique, ouais, c'est ça. Et puis là, un autre nom qu'on va forcément retenir, qui est donc le néo-zélandais, notre cher Lee Tamaori, pardon, voilà, je cherchais sur mes fiches le nom de cet artiste néo-zélandais absolument inoubliable. Le réalisateur de Triple X2 quand même. Effectivement. Et donc voilà, on est un peu dans cette stratégie-là où on va vraiment faire des films de producteurs et où on va s'imprégner en fait purement de l'époque actuelle et de ce qui se fait à ce moment-là en termes de blockbuster. Et tous les films Brosnan seront vraiment hyper empreints de cette époque un peu 90s et puis du format, si on veut, et des codes des blockbusters des années 90 à cette époque. Mais alors ça, c'est le cas justement pour, en tout cas, les deux précédents de Brosnan, donc Demain ne meurt jamais et Le monde ne suffit pas. Mais là, on arrive à Meurt un autre jour. Et on peut dire que c'est, pour le coup, c'est le premier James Bond du 21e siècle. Nouveau millénaire. Et c'est assez clairement un blockbuster des années 2000. Purement, c'est vrai que ça emporte la trace. Alors, c'est un peu bateau de dire ça parce que finalement, toute la saga James Bond est hyper empreinte de son époque à chaque fois. Mais à la différence près que, même si il parlait du contexte social et politique de l'époque, chaque film, justement, de chaque décennie était assez empreint aussi des codes cinématographiques et autres. Ici, on a l'impression qu'on pousse à outrance, en fait, vraiment, on reprend les schémas des blockbusters du moment et on se dit, voilà, nous, on veut que James Bond, ce soit exactement comme ça. Et là, à cette époque-là, au tout début des années 2000, puisqu'il est sorti en 2002, Meurt un autre jour, il y a Hollywood qui découvre vraiment les bienfaits ou les méfaits de la CGI, mais de la CGI à outrance. C'est ça la différence avec les années 90 où on commençait un petit peu à se l'approprier. Là, on tourne quasiment tout sur fond vert avec de la CGI à tout va. On prend vraiment l'exemple de George Lucas avec Star Wars épisode 1.
Et là, on pousse les potards à fond et ça se voit, mais dès le début du film, cette rupture en fait de ton finalement et de code, avec cette intro, cette scène pré-générique en Corée du Nord, on a James Bond qui est impliqué dans une affaire de trafic de diamants pour finalement poursuivre un grand méchant démoniaque qui, grâce à l'argent accumulé avec ses diamants, veut éradiquer la population à travers un faisceau lumineux projeté, un laser en fait, projeté d'un satellite. Enfin, surtout la voilà. Corée du Sud, a priori. Ou comment ça ? Déjà, il veut déjà commencer par éradiquer la Corée du Sud. Ah oui, par la Corée du Sud, oui, pardon. C'était Oui, donc un colonel dissident de la Corée du Nord qui est un petit peu... Effectivement, ouais, on essaie de te placer un petit peu ce contexte politique-là. Et donc, au début, on est en Corée du Nord, et puis on a James Bond qui va se battre sur un char. Et puis là, tout est fait sur fond vert. Pierce Brosnan est remplacé par son cascadeur, parce que Pierce Brosnan, ça y est, il a 50 ans. Il est un peu plus bouffi, il a les cheveux grisonnants. Enfin, on sent qu'en 3 ans, le mec a pris de l'âge. C'est assez hallucinant. Et donc, on est là-dedans. Ça tranche complètement, et ça va trancher ensuite. Ça va annoncer, en fait, l'ancrage dans les années 2000 avec ses obsessions propres à cette époque-là envers la technologie, la robotique et le transhumanisme, notamment le grand méchant justement qui a changé de visage. C'est ce qu'on nous apprend après, c'est la révélation du film. Enfin, pardon si je vous ai spoilé le film, mais voilà, ça en vaut pas spécialement donc, la peine. Ce colonel nord-coréen se transforme en espèce de mania occidentale. Ouais, exactement. Ça. Et donc on annonce ça avec le générique aussi interprété par Madonna, Die Another Day, qui a une voix très robotique et puis qui va annoncer un petit peu ce qui va se passer là. Et tous ces éléments d'obsession technologique et robotique, on l'a aussi dans l'aspect du méchant Zhao, qui est en fait le bras droit du grand démoniaque, qui a le visage défiguré et incrusté de diamants, et puis où on sent aussi qu'il a subi des transformations génétiques avec une carrure robotique. On a la voiture au gadget improbable, on aura une voiture invisible aussi, enfin ce genre de choses-là. Les lunettes de réalité virtuelle de James Bond données par Q, l'armure augmentée aussi de ce méchant Graves et ses gadgets complètement délirants. Qui annonce presque Iron Man d'ailleurs. Exactement, tout à fait. Dans la scène finale avec des gadgets qui tirent des faisceaux électriques, enfin ce genre de choses-là. Et puis même le royaume de glace dans lequel il va se placer ce Grace. On sent aussi cet aspect assez froid et technologique, rien que dans le design en fait de ce côté de ce royaume de glace, pardon. Et pourtant, au début, on veut nous faire croire à un aspect un peu plus sombre de la saga et plus réaliste, alors que finalement, ce sera tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on va pousser les potards à fond dans la démesure, la grandiloquence et puis les incohérences à tout va. Mais au début, on a quand même James Bond qui est séquestré en Corée du Nord, qui a de la barbe, qui a les cheveux longs, et puis on va suivre à travers une ellipse. Ça, c'est d'ailleurs la bonne idée du film, peut-être la seule bonne idée, mais c'est dans le générique. On va suivre à travers des ellipses les fois où il se fait torturer en fait. Ouais, c'est un des rares génériques qui raconte quelque chose par rapport à l'intrigue. Enfin, là, ça fait le lien justement entre la scène pré-générique et la suite du film où il y a eu cette ellipse de quelques années. Absolument. Et puis donc on va nous faire croire à ce côté un peu plus dark en fait de James Bond, qui est malmené, qui est torturé, et puis qui est ensuite démis de ses fonctions par M. Comme Timothy Dalton à l'époque. Exactement, dans Permis de tuer, comme George Lazenby dans Au service secret de Sa Majesté, et puis ensuite Daniel Craig dans Skyfall. Donc là aussi, on sent l'empreinte très forte post-11 septembre du début des années 2000. Et pour finir, il y a cette musique de David Arnold qui remplace donc John Barry, qui adapte le thème de James Bond avec une batterie un peu style punk rock de l'époque. Oui, il fait même un remix techno à un moment. Enfin, il tente des choses assez... même si le reste du score de David Arnold, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je le trouve plutôt bon. Enfin, je ne l'ai pas trouvé très mémorable. Alors, mais sur celui-là, non. C'est peut-être pas l'épisode qui est le plus frappant à ce niveau-là, mais je trouve que c'est vraiment un digne héritier de John Barry la plupart du temps, et il fait des choses assez intéressantes. Et mais là, il s'égare un tout petit peu sur ce thème-là, en tout cas. C'est toujours moins pire qu'Eric Serra. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que justement, ce que je veux dire à travers cette empreinte très forte des années 2000, c'est que finalement, il en prend en fait
il essaie de capturer en fait toute la mode et ce qui en fait qu'il va dériver en fait de ce que le film doit être, c'est-à-dire un bon film, c'est un peu con de dire ça, mais il va vraiment prendre ces codes et puis même pas se les approprier et juste les mettre ici et puis de manière assez incohérente, comme cette batterie punk rock qui va pas du tout quoi sur le thème de John Barry. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui font que dans Meurt un autre jour, on est dans un film complètement décadent, poussé à l'extrême dans ses vices en fait. Et c'est ça, je pense, le gros problème. Mais alors, au-delà de cet aspect racoleur qui essaie de surfer sur la mode du moment, il y a aussi un truc qui faisait tout l'intérêt du film et qui le coule au final, c'est que c'est non seulement le 20e film de la franchise, mais que aussi la date l'année de sortie du film, c'est aussi les 40 ans de la franchise. Et donc, il faut marquer le coup. Et là, on décide de faire un espèce de best-of complètement improbable et qui va beaucoup trop loin, là aussi. Qui va beaucoup trop loin et qui est absolument incohérent dans le sens où, en fait, ça ne sert jamais le récit. C'est même pas des clins d'œil, hommages ou autre. C'est juste des petites pièces comme ça où on se dit, c'est comme un cahier des charges. Et je pense que c'est ça le gros problème et qui a mis aussi des bâtons dans les roues des scénaristes. On s'est dit attention, il faut qu'il y ait un petit rappel, il faut qu'il y ait ce petit clin d'œil qui sont en fait purement du fan service et qui ne sont jamais là pour faire un rappel. Je sais pas, mais un exemple, par exemple dans GoldenEye où on fait le rappel à Bon baiser de Russie avec cette thématique où le grand méchant va dire James Bond, tu dois choisir entre la fille ou la mission. Enfin, où là il y a un hommage clair et un rappel. Là, on va juste nous rappeler par petites touches. Alors attends, je te les énumère, pas toutes, parce qu'elles sont la liste complète, très nombreuses, mais on a par exemple, alors ça c'est le plus connu, c'est Halle Berry et son bikini qui sort de l'eau, qui rappelle Ursula Andress dans Dr No, le tout premier film. Alors oui, voilà, j'ai oublié de dire d'ailleurs, pardon, que c'est Halle Berry qui va incarner la James Bond girl métisse donc de ce film. Il y a aussi le piège de miroir à un moment donné de l'homme au pistolet d'or. Il y a le parachute anglais de l'espion qui m'aimait. Il y a le jetpack d'Opération Tonnerre, il y a les diamants sur le nombril de l'homme au pistolet d'or, le permis de tuer, je l'ai dit, comme dans Permis de tuer ou au service secret de Sa Majesté, le laser aussi de Goldfinger qui va à un moment donné menacer fortement Halle Berry. On a un mano à mano au milieu des lasers qui tourne. Qui est filmé n'importe comment et puis à la fin qui se finit quand même par un méchant qui va avoir la gorge transpercée par le laser, ce qui est plutôt pas mal. Enfin voilà, il y a plein d'autres choses comme ça qui il y a cette séquence justement que tu évoquais chez Q qui est interprétée d'ailleurs par John Cleese à présent, puisque Desmond Llewellyn a fait ses adieux dans le film Le Monde ne suffit pas. On lui a offert une belle sortie d'ailleurs. Tout à fait. Et il y a ce passage où il va dans son labo et où on a carrément un musée des anciens gadgets des précédents films, où il y a dans chaque coin de l'écran la chaussure à pointe de la méchante de Bon baiser de Russie, le jetpack comme tu disais, et où c'est assez représentatif du film, où c'est regardez, la franchise c'était bien, mais on raconte rien de particulier dans le film lui-même. Oui, et surtout on se perd en fait dans un scénario mais hyper complexe et hyper indigent en fait, au lieu d'aller à la simplicité comme l'avait fait GoldenEye, comme l'avait fait très très bien GoldenEye. Là, on a un script vraiment boursouflé de partout, avec cette intrigue autour de ce contrebandier, mais qui est vraiment sans queue ni tête, avec cette chirurgie esthétique qu'il aurait subie, que finalement on s'aperçoit que c'était la personne qui aurait dénoncé Bond en Corée du Nord et qui l'aurait fait emprisonner. Il y a plein d'autres personnages comme ça. Ce méchant-là, je trouve pas inintéressant dans l'idée, parce que il dit lui-même que cette nouvelle personnalité, il l'a construite comme une caricature de James Bond. Donc ça pourrait être intéressant pour confronter une nouvelle fois Bond à lui-même. Et il se confronte d'ailleurs dans un combat d'escrime. Oui, qui est pas trop mal. C'est une des scènes d'action les plus potables du film, je trouve. Oui, ok, peut-être l'une des plus potables. On sent bien les coups. Enfin, voilà, c'est pas tourné sur fond vert. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que ce méchant, il est quand même assez vite transformé en guignol grimaçant, et Toby Stevens en fait des caisses. C'est ça le problème, j'allais le dire, c'est que surtout, alors tu dis sur le papier, pourquoi pas, mais alors il est incarné par Toby Stephens, qui a l'enfer, qui est un des pires acteurs de la saga James Bond. C'est sans doute parmi les méchants les moins intéressants de la franchise. C'est horrible, et sa carrière d'ailleurs fera vraiment un pic vers le bas. Ouais, c'est assez hallucinant, mais disons que ça multiplie aussi les personnages. Le personnage d'Halle Berry qui est censé être aussi ambigu, où on ne sait pas au début ce qu'elle représente, alors même si on se doute, elle fait semblant que c'est une touriste aux Bahamas, mais au final ça va être une agente elle aussi, mais son personnage n'existe jamais. On
On a le Rosamund Pike qui joue aussi une méchante. Qui est son premier rôle au cinéma d'ailleurs. Effectivement, eh bien, qui est la complice justement de Gustav Graves, mais qui n'existe pas non plus. Enfin, on multiplie un peu les pistes comme ça, les personnages et les arcs narratifs, pour au final faire un espèce de gloubi-boulga où on va rien raconter du tout et on va se concentrer de faire durer le plus possible les scènes d'action et de les remplir de pyrotechnie et d'effets spéciaux et de CGI et de fond vert à tout va, jusqu'à écœurement, vraiment, ce qui en fait un film, mais absolument indigeste. Et puis je pense, honnêtement, l'un des pires, si ce n'est le pire de la saga, parce qu'au-delà de ce scénario complètement bordélique, qui d'ailleurs, et ça me fait un peu tilter, c'est que il est écrit quand même par Neil Purvis et Robert Wade, qui donc avaient scénarisé qui sont les nouveaux scénaristes depuis la période de Brosnan. Et qui sont toujours là, en fait, et qui seront là aussi sur le No Time to Die, et donc qui ont quand même écrit des belles choses, alors même si adapté de Ian Fleming pour Casino Royale, mais je veux dire, je pense à Skyfall ou autre. Bon, sur les autres, ils sont aussi accompagnés de nouveaux co-scénaristes. Par exemple, il y a Paul Haggis sur Casino Royale. Voilà, et c'est difficile, justement, sur ces produits à la chaîne, comme tu le dis, de vraiment dire tel scénariste a apporté telle chose. C'est ça, c'est difficile à dire. En tout cas, ce scénario, c'est vraiment pas possible. Et puis, ils sont pas aidés par la caméra de Lee Tamahori, qui est quand même... Non, mais franchement, si vous voulez un cours de comment ne pas filmer et puis comment ne pas utiliser les effets spéciaux, vous regardez ça. Mais alors écoute, je très trouve belle leçon, quand même que c'est au moins un peu plus dynamique que sur les deux précédents. Ah bah arrête. Si, c'était quand même très plan-plan, le monde ne suffit pas et demain ne meurt jamais. Ouais. Là, au moins, Ouais, tout ce passage sur la banquise, alors oui, ça va beaucoup trop loin, mais je trouve ça assez fun, la poursuite en voiture sur la banquise. Cette dernière scène. Et James Bond sur un kitesurf. Oui, quoi. James Bond qui est poursuivi par le rayon du méchant et qui se retrouve à faire du kitesurf sur une vague numérique, c'est assez génial. Enfin, on peut vraiment le dire, ce Meurt un autre jour, c'est clairement le Moonraker de Pierce Brosnan. Complètement le Moonraker, ouais, absolument. Et puis il y a cette voiture invisible dont je parlais avant, cette course-poursuite sur le royaume de glace. Et puis là où on fait péter les explosions à tout va et les gadgets vraiment, mais qui sont renfermés dans les voitures, enfin c'est hallucinant. Par contre, c'est vrai qu'il y a toute cette scène, ça va tellement loin et on est tellement en roue libre que ça en devient drôle. Mais pour être honnête avec nos auditeurs, moi j'ai réussi à passer entre les gouttes jusque-là. Je n'avais jamais vu Meurt un autre jour. Je l'ai rattrapé. Toutes ces années perdues. Je l'ai rattrapé pour cette émission. Mais tu me l'avais vendu comme un film. Tu vas dire, tu verras, il pousse tellement loin que ça en devient marrant. Franchement, j'ai dû attendre 1h30 avant qu'il monte sur un kitesurf et que je me dis, ça y est, là on est dans la démesure et là on frôle le nanar. Tu ne sais pas apprécier les bonnes choses. Non mais arrête, avant ça c'est insupportable. Avant le kitesurf. Moi, dès l'introduction et ce combat en overcraft sur les mines, je ris. Et quand il s'accroche à la cloche et qu'il dit sauvé par le gong. Ah oui. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a ça aussi, ils sont pas aidés par les dialogues non plus, enfin, c'est infernal. Enfin, en fait, vraiment, il y a pas grand-chose qui va dans ce film, à part, comme je disais, le générique qui joue pour une fois sur l'action et qui va nous passer en ellipse le parcours de Pierce Brosnan dans ces prisons nord-coréennes, quoi, que voilà. Voilà, on retiendra au moins ça. Madonna, qui fait une apparition dans le film aussi, d'ailleurs, j'allais en preuve dire, d'escrime. un caméo, ouais. Effectivement. Non, bon voilà, que dire de plus, si ce n'est que c'est quand même à ce stade-là de la franchise le plus gros budget de la saga. On est à 140 millions, on a tout fait péter. Et ça se voit. Ouais, et ça se voit, effectivement. Et le plus gros succès aussi, encore une fois, c'était le cas de GoldenEye la semaine dernière. Et là, avec Meurt un autre jour, on dépasse tout. D'ailleurs, avec Pierce Brosnan, ça dépassera, en fait, que ce soit en budget ou en recette. De film en film, ce sera progressif. Et là, on atteint les 456 millions de dollars au box-office. Enfin, c'est affolant. Ouais, et c'était pas gagné parce que quand même, cette année-là, il débarque face à Spider-Man, aux suites du Seigneur des Anneaux, de Harry Potter, de Star Wars. C'est l'attaque des clones qui sort à ce moment-là aussi. Ouais. Et donc, je crois qu'aux États-Unis, il a quand même du mal à s'imposer. Mais c'est vrai que sinon, il assure quand même un assez gros succès. Donc, oui, et puis il me semble qu'il restera aussi assez iconique pour une génération du début des années 2000. Oui, comme je te disais dans le précédent épisode, moi, c'est le premier que j'ai vu au cinéma, voilà. Donc je me suis fait la VHS en boucle gamin, je trouvais ça formidable. Effectivement. Voilà, donc Meurt un autre jour, les potards à mille, pas peur du ridicule, on y va. On fête dignement l'anniversaire les de 40 James Bond. ans sont très bien fêtés. Voilà, allez-y, regardez-le, enfin je sais pas, faites-vous un kiff. Si vous aimez rire, regardez-le. En tout cas vraiment, enfin ouais, c'est vraiment un petit duo best-of avec Moonraker. Oui, en une soirée. Voilà, une bonne soirée de rigolade.
Vous l'aurez compris, en tout cas, avec ce film-là, la période Brosnan atteint clairement son point de non-retour. Donc, après avoir repoussé les limites de la franchise, la seule solution pour continuer ne serait-elle pas un retour aux fondamentaux ? Ça, on en discutera la semaine prochaine, puisqu'on parlera évidemment de Casino Royale. Tous les deux encore, d'ailleurs. Et oui, Quel plaisir. Voilà, on reste ici. Pour parler d'un bon film, cette fois un très très bon. Mais c'était pas le cas aujourd'hui. Dans l'immédiat, on en a donc terminé avec la période Pierce Brosnan. Merci d'être venu nous en parler, Alex. Ouais, et merci Pierce. Ah oui, salut à toi. De remarquer la saga. Quant à vous qui nous écoutez, vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur SoundCloud, YouTube, Spotify et autres plateformes. Merci de nous avoir suivis. À une prochaine. Ciao, ciao.